Je vais vous faire une petite introduction pour déjà vous expliquer pourquoi la CAMT. Cette introduction, elle va être d'actualité. Donc, cette semaine, on a eu une information qui vient juste de tomber. On a des températures qui se sont élevées entre 30 et 40 degrés au-dessus des moyennes de saison en Antarctique et en Arctique. Quand on dit 2 degrés de réchauffement climatique, enfin 2 degrés de réchauffement mondial, ça correspond en réalité à une moyenne, donc ça peut être beaucoup plus élevé, ça peut être beaucoup plus bas. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on sait de manière quasi certaine que ça va avoir des gros impacts sur la planète. D'ici la fin du siècle, on va avoir des parties de notre planète qui seront devenues invivables à cause des températures, à cause des taux d'humidité. Vous ne pourrez plus transpirer et vous ne pourrez plus transférer votre chaleur, ce qui fait que vous mourrez. C'est pas très drôle. J'en suis conscient. C'est pas très drôle. Mais donc, un rapport de la Banque mondiale est sorti il n'y a pas très longtemps. Cet événement, en plus de plusieurs autres, devrait causer, d'ici 2050, le déplacement d'à peu près 216 millions de personnes d'ici 2050. Voilà, c'est la Banque mondiale, c'est pas mes chiffres. Donc, dans cette perspective-là, il est vraiment urgent d'agir. Vous voyez l'Ukraine, vous voyez ce qui s'est passé en Pologne. Bon, la Pologne a déjà du mal avec quelques millions de personnes qui arrivent. Vous imaginez avec des centaines de millions. On a 30 ans pour agir, globalement. On a 30 ans pour réduire drastiquement nos émissions de gaz à effet de serre. Si on ne le fait pas, déjà on va en pâtir avant la fin de notre vie, mais je ne parle même pas de nos enfants. Donc, dans cette perspective, la CAMT a été créée de façon à pouvoir permettre aux élèves ingénieurs des arts et métiers d'avoir une connaissance des enjeux climatiques assez profonde. Le but, la finalité, c'est de permettre à nos élèves ingénieurs de connaître les thèmes et donc de pouvoir trouver des solutions. Alors, je ne vais pas vous mentir, ce n'est pas les ingénieurs qui vont trouver toutes les solutions, mais c'est un pas qu'il faut faire et c'est un pas dans la société qu'il faut faire. La CAMT, ce n'est pas que la convention, les conférences et les tables rondes que vous allez pouvoir voir ici, ce sont aussi des ateliers, des formations, de l'acculturation de manière générale. Et ça a été fait pour près de 3500 élèves ingénieurs, ça représente une quantité de personnes considérable. Et donc, on avait besoin de partenaires pour pouvoir nous aider à faire ça. Et donc, je vais introduire nos premiers partenaires. J'invite le président de la Société des ingénieurs arts et métiers, Monsieur Thierry Lucotte. Bien, bonjour à toutes et à tous. En tant que président effectivement de la Société des ingénieurs arts et métiers, je suis très heureux de vous accueillir pour cette convention organisée par les élèves des arts et métiers. C'est eux qui sont les patrons à bord. Fondée il y a plus de 170 ans, notre association a pour but, et je cite les statuts, de favoriser la promotion des valeurs humaines et entrepreneuriales qui, en s'appuyant sur les sciences, les techniques et l'industrie, développent l'économie et permettent à notre monde de progresser pour le bien du plus grand nombre. Cet énoncé reste plus que jamais d'actualité, à une époque charnière où nous faisons face à des défis à la fois gigantesques et urgents, comme cela a été rappelé. Je ne peux que me réjouir de voir nos étudiants prendre à bras-le-corps cette question. Il est dans la nature des choses qu'ils interpellent, parfois qu'ils bousculent les plus anciens, pour que la prise de conscience de l'urgence écologique conduise à revoir notre modèle de croissance. Je me réjouis aussi de voir les entreprises se mobiliser pour la mise en œuvre de politiques contribuant à un modèle de développement durable. Que les sponsors de cette soirée, d'ailleurs, en soient remerciés. En tant qu'association d'alumni, nous comptons prendre notre part à cette démarche.
nous avons décidé de mettre la RSO au cœur de nos actions. Et j'en profite pour saluer Valérie Prulière, Lille 187, qui est la première vice-présidente internationale projet et RSO, puisque voilà, le titre maintenant intègre la RSO dans son périmètre. C'est une démarche que nous entreprenons en parallèle à celle conduite par l'école, Thierry Mété y reviendra tout à l'heure, et qui vise à travailler avec tous les Gazards engagés sur ces questions pour informer, former et mobiliser l'ensemble des membres de notre communauté et au-delà. Je félicite donc tous les élèves qui ont répondu à l'appel de la CAMT en proposant des projets de qualité bâtis sur des solutions innovantes. Merci à nouveau aux organisateurs de la CAMT pour leur engagement et à l'ensemble des participants pour leur présence ce soir. Et je vous souhaite une excellente soirée. Merci. Merci, monsieur. Merci à vous. Maintenant, je vais appeler le PDG du groupe BIR, Eric Philly. Il était plus rapide. Bonsoir à toutes et à tous. Je vais peut-être monter un peu les micros. Ce soir, il y a eu plusieurs nouvelles un peu alarmantes. Là, on a parlé de 40 degrés en Arctique, on a parlé de la guerre en Ukraine, on a parlé du réchauffement tout à l'heure lors du forum juste au-dessus. J'ai beaucoup de plaisir à être là ce soir. Je vais me présenter mon groupe, et je vais essayer de passer quelques messages positifs. C'est un petit peu mon but ce soir. Alors, vu le thème de la convention, je vais faire une présentation assez personnelle. Je vais d'abord parler un tout petit peu de moi. Mes grands-parents sont originaires d'un tout petit village au bout de la Bretagne. Donc, en quittant la Réunion, vous pourrez regarder où c'est. Ça s'appelle Plogoff. C'est vraiment tout au bout. Mes grands-parents n'avaient pas le permis de conduire, n'avaient pas de voiture. Ils ont eu une mobylette à la fin de leur vie. Ils vivaient localement, ils partaient jamais en vacances. Ils avaient tout ce qu'il fallait dans le jardin, les voisins, les fermes, etc. Ils vivaient vraiment en autarcie. Ils recyclaient absolument tout, y compris certains produits curieux qu'ils achetaient dans le commerce, des boîtes de gâteaux qui servaient ensuite à boîtes de rangement. Les premières bouteilles, alors je ne sais pas quelle matière c'était à l'époque, mais c'était très résistant, c'était du TPC ou du polyéthylène. Les premiers, c'était des bouteilles de soupline avec une anse qui servaient pour faire des boules pour aller pêcher. Voilà. Et donc j'ai connu ça dans mon enfance. Et j'ai été traumatisé quand l'État français, alors je discutais tout à l'heure avec la personne qui va me succéder sur cette tribune, je ne suis pas du tout anti-nucléaire, mais il se trouve que le village de Plogoff a failli voir la construction d'une centrale nucléaire. Donc c'était juste pour dire l'impact que ça a eu sur moi, ce projet. Et donc depuis tout jeune, je me suis passionné par tout ce qui était environnement et énergie. Voilà. Donc je ferme la parenthèse personnelle. Mes études m'ont conduit à un diplôme d'ingénieur. J'ai commencé ma carrière dans un grand groupe. Et ensuite, j'ai rejoint l'entreprise familiale, dont le logo est derrière. Donc c'est un logo qu'on a remis à jour il y a un peu plus d'un an. Les initiales voulaient dire quelque chose autrefois. On a décidé maintenant de rassembler les trois lettres qui décrivent nos métiers. Bâtir, innover, recycler. C'est marqué en dessous. Donc je suis accompagné par Nicolas Tilquin, qui est directeur général, Ségolène Rodriguez, qui est DRH, et Philippe Héritier, qui est directeur RSE, nouvellement nommé, mais ça fait 30 ans qu'on travaille ensemble. Donc le titre de directeur RSE, ça prouve l'engagement qu'on a dans tous les domaines sociaux et environnementaux. Donc le groupe que je dirige fait aujourd'hui 270 millions d'euros de chiffre d'affaires, 1500 salariés, principalement en Île-de-France et à Reims, dans les domaines de la construction de réseaux, du recyclage, voirie. L'activité recyclage, on l'a démarré au fond de la cour en 2003, et ça représente aujourd'hui plus de 10% de notre chiffre d'affaires.
Donc voilà pour la présentation sommaire. Et maintenant, le message positif. Je vais m'adresser aux jeunes ingénieurs qui vont arriver sur le marché du travail. Vous avez de la chance, malgré les difficultés du moment. Quand je suis arrivé avec mon diplôme d'ingénieur en poche sur le marché du travail, c'était plutôt la crise. Les ingénieurs n'étaient pas à la mode. Les plus brillants se faisaient embaucher dans les banques, dans la finance, voire ceux qui étaient doués pour le commerce partaient dans le commerce. Et à l'époque, alors que mes prédécesseurs avaient reconstruit la France après la guerre, quand je suis arrivé, c'était plutôt la mode de effectivement, commerce, finance, comptabilité. Et la mode, c'était de fermer les usines et d'aller acheter à l'étranger tous les produits dont on avait besoin. Et là, aujourd'hui, avec les problèmes de raréfaction des matières premières, il faut tout réinventer. Donc je pense et j'espère que le monde de demain va redevenir un monde d'ingénieurs, parce qu'on a vraiment besoin de tout réinventer. Et je vais citer quelqu'un qui pourtant était ingénieur, mais il avait basculé dans la finance dès le départ. Il s'appelait Serge Tchuruk, c'était le PDG de Total. Et j'avais été abasourdi à l'époque, je sortais juste de l'école. Il avait été nommé directeur d'Alcatel, qui était une entreprise de haute technologie française. Et il avait inventé les entreprises sans usine. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Et on sait où ça a mené. Donc il faut reprendre en main tout ça, réinventer le monde de demain. Et pour ça, on a vraiment besoin d'ingénieurs. Voilà. Je vous remercie. Merci pour votre discours. Vous n'avez rien vu. On passe maintenant au directeur général de Orano Recyclage, M. Pascal Aubray. Bonsoir à toutes et à tous. En tant que Gazar déjà, et en tant que directeur de la business unit recyclage du groupe Orano, c'est avec un immense plaisir que je suis avec vous ce soir. Pour cette seconde édition de la cérémonie, donc, Arts et métiers pour la transition énergétique. Issu de la scission du groupe Areva en 2015, le groupe Orano est un acteur du cycle du combustible nucléaire, engagé depuis 40 ans dans l'économie circulaire, avec 17 000 collaborateurs à travers le monde. Par le traitement et le recyclage du combustible nucléaire dans ses usines, le groupe contribue à la souveraineté énergétique française. En effet, 10% de l'électricité consommée en France est produite à partir de combustibles recyclés MOX, et ce pourcentage augmentera à partir de 2023 avec l'utilisation de combustibles d'uranium de retraitement dans les centrales nucléaires EDF. Il pourra même, à terme, être de l'ordre de 25%. Le cycle du combustible, ce n'est pas seulement le traitement et le recyclage des combustibles usés, mais aussi l'extraction minière de l'uranium, la maîtrise de sa chimie et son enrichissement pour la fabrication des combustibles. Le groupe est donc particulièrement attentif à son empreinte environnementale et vise, de façon très concrète, 40% de réduction de ses émissions directes et indirectes, ce qu'on appelle le scope 1 et 2, donc d'ici à 2025 par rapport à 2015. Nous les avons déjà réduites de 60% depuis 2004. Donc c'est complètement faisable. Avec le renouvellement de nos capacités d'enrichissement et de conversion de l'uranium en France. Alors bien
que les émissions de gaz à effet de serre de l'énergie nucléaire soient déjà bas carbone, avec des émissions comparables à celles des énergies éoliennes, soit 12 grammes de CO2 par kilowattheure, selon le GIEC, il est de notre devoir, en tant qu'industriels responsables, de réduire encore le poids de notre empreinte carbone et environnementale. Avec plus de 70% de sa production d'électricité d'origine nucléaire, la France est l'un des 6 pays dans le monde à avoir d'ores et déjà atteint ses objectifs en matière de décarbonation d'électricité. Chaque kilowattheure produit en France émet 7 fois moins qu'un kilowattheure en Allemagne et coûte 40% de moins à produire. Notre électricité est décarbonée à 95%. Et la France vise la fermeture de sa dernière centrale au charbon au plus tard en 2026. Il est donc nécessaire de se concentrer désormais, maintenant, sur l'électrification de nos usages et l'augmentation de nos capacités de production électrique, car 70% de notre énergie est encore d'origine fossile. Le dernier rapport RTE estime que la France consommera 60% de plus d'électricité en 2050 qu'aujourd'hui. En cas de réindustrialisation, et je pense qu'ici, nous souhaitons cette réindustrialisation, ce chiffre serait proche de 2 fois la consommation actuelle. En tant que jeune ingénieur, vous avez là un véritable défi dans le secteur énergétique, mais également dans tous les grands secteurs industriels, comme le bâtiment, les transports, l'industrie lourde. Le président de la République ne s'y est pas trompé en annonçant son plan d'investissement France 2030, puis, dans son discours de Belfort, il a souhaité donner une véritable ambition industrielle à notre pays en accompagnant la décarbonation de nos moyens de transport et de nos industries, mais aussi en définissant un programme de construction de moyens de production électrique cohérent qui s'appuiera à la fois sur les énergies renouvelables et sur l'énergie nucléaire, et ce, afin de garantir l'accès à une électricité pilotable, bas carbone et compétitive. Ce choix est également le choix d'un pays souverain, comme nous le rappelle malheureusement la situation en Ukraine. La transition énergétique ne peut s'appuyer sur une utilisation massive de gaz fossiles importés et d'origine relativement peu diversifiée. En effet, le prix du gaz représente plus de 60% du coût du kilowattheure généré, quand le prix de l'uranium n'en représente que 5%. L'approvisionnement en uranium est également bien plus diversifié, abondant et moins dépendant des infrastructures logistiques. Les réserves définies par l'AIEA sont estimées à plus de 100 ans au rythme actuel de consommation, et cela sans compter des gisements non conventionnels, comme les phosphates, pour lesquels la réserve serait plus que doublée. La densité énergétique de l'uranium permet également de limiter le flux de transport depuis les mines. En effet, la consommation annuelle française de l'ordre de 7 000 à 8 000 tonnes d'uranium naturel tient dans 200 à 300 conteneurs, selon les formes bien sûr importées d'uranium. Pour visualiser, c'est 1
porte-containers par an d'uranium pour satisfaire le besoin énergétique français. Quand il faut un tanker tous les 2 jours pour satisfaire le besoin en pétrole en France. Avec le nucléaire, le prix de l'électricité que les Français payent ne réside donc pas dans les mines ou dans le transport, mais dans le fonctionnement des usines du cycle et des centrales nucléaires qui sont installées sur l'ensemble du territoire. Cette filière, elle génère aujourd'hui 200 000 emplois. C'est le 3e secteur industriel français. À la suite des annonces du président, la filière estime aujourd'hui qu'entre 30 000 et 40 000 emplois supplémentaires seront nécessaires pour construire les prochains réacteurs nucléaires. C'est 4 000 nouveaux ingénieurs embauchés par an sur les 10 prochaines années. Chez Orano, 25% de nos effectifs en France seront renouvelés dans les 5 prochaines années, principalement du fait des départs en retraite sur nos usines du cycle du combustible. Nous avons donc besoin de recruter et de transmettre nos savoir-faire et nos compétences aux nouveaux embauchés. Nous avons également besoin d'innover pour maintenir notre compétitivité, notre capacité à contribuer à un monde économe en ressources et pour développer de nouvelles activités. Nous le faisons, bien sûr, depuis plus de 50 ans, grâce au choix du recyclage, qui permet d'économiser les matières premières. Le recyclage préserve les réserves énergétiques pour l'avenir. 1 gramme de plutonium ou 100 grammes d'uranium, c'est équivalent en énergie à 1 tonne de pétrole. Ainsi, en France, sur 10 ampoules qui fonctionnent en matière nucléaire, 1 est en matière recyclée. À titre d'exemple, un assemblage de MOX, de combustible donc recyclé, permet d'alimenter en électricité une ville de 100 000 habitants par an. Au sein même, dans notre cœur de métier, nous innovons pour réduire de manière significative les volumes et la durée de vie des déchets produits, grâce à l'éco-conception de nos installations et aux études que nos équipes mènent avec nos partenaires sur le nouveau type de combustible, avec la flotte de réacteurs existants et ceux de 4e génération. Nous mettons nos compétences au service de la transition industrielle et énergétique d'autres secteurs, tels que promouvoir l'économie circulaire des matières, dont bénéficie le cycle du combustible nucléaire. C'est par exemple le cas actuellement du projet de recyclage des batteries de lithium-ion que nous développons dans le Limousin et qui a reçu tout récemment la visite du Premier ministre Jean Castex. Nous mobilisons encore nos connaissances et matières au service de la santé de nos concitoyens pour traiter les cancers orphelins à l'aide de radioisotopes. Le programme le plus avancé est en 2e phase clinique et vise une commercialisation en 2025, d'abord aux États-Unis, puis en Europe. L'ensemble des activités que je viens de vous décrire résonne particulièrement avec notre raison d'être. Développer les savoir-faire de transformation et de maîtrise de la matière nucléaire pour le climat, pour la santé, pour un monde économe en ressources, aujourd'hui et demain. Que ce soit sur notre cœur d'activité dans le cycle du combustible, dans la santé ou sur nos activités en lien avec les métaux de la transition énergétique, le groupe Orano, avec près de 1000 recrutements en CDI en 2022,
vous offre une opportunité pour être les acteurs des grands défis climatiques, énergétiques et sociétaux de demain, au travers de carrières très riches, au sein de nos usines, dans le Nord-Cotentin, le Limousin, le Sud-Est ou bien sûr à l'étranger. Je vous invite donc à nous rejoindre, à rejoindre nos équipes passionnées, véritables pionniers pour une énergie décarbonée. Nous vous attendons. Merci à tous.